Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, on se calme. Bruno. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les couples se remettent ensemble et pourquoi c'est redevenu la tendance. On va regarder ce que nous dit la science en particulier les neurosciences pour savoir qu'est-ce qui peut s'améliorer dans un couple quand il est en rupture et qu'est-ce qui fait qu'il va se remettre ensemble. Tant que j'y pense, c'est demain soir, vendredi à 19 heures, si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct, que nous ferons le live à vendredi 19 heures sur la formation qui est sortie hier, comprendre les règles de fonctionnement du couple. Vous m'avez demandé pendant très longtemps cette formation, je vous l'ai faite. Elle est là, hein, vous avez un descriptif de vidéo, sur le descriptif de cette vidéo. Vous avez quoi? Comment accéder aux formations et au coaching. Alors, on y va. Près de la moitié de tous les couples séparés se remettent ensemble, hein, tentent de nouveau et se remettent ensemble, même s'ils n'ont pas suivi les formations ici. Donc, si vous avez les formations ici, alors je n'ai jamais fait de stats sur les personnes qui sont remises ensemble, mais évidemment, on est beaucoup plus que la moitié, effectivement. Donc la science a une explication, les neurosciences ont une explication. Vous savez que je bosse beaucoup avec les neurosciences. Alors aujourd'hui je suis plus chercheur, hein, mais parce que j'ai plus le temps, mais je continue à vraiment être avec mes collègues chercheurs et je regarde ce qu'ils publient dans les revues scientifiques. Et là, dès que je trouve quelque chose qu'ils ont confirmé de ce que je vous dis dans les vidéos ou que j'ai observé depuis 20 ans dans les coachings et les formations aussi, eh bien, je vous en parle. Donc la science a une explication très précise de pourquoi vous allez vous remettre en place ensemble après une rupture. Eh bien, la première chose, c'est que dans toute relation classique, un couple n'est pas linéaire, mais il y a des hauts et il y a des bas, et il y a des hauts et des bas qui deviennent très hauts et très bas, enfin en tout cas très bas, pendant une période particulière de la vie qui s'appelle la crise existentielle. Donc il y a toujours des hauts et des bas, et pendant la crise existentielle, il y a vraiment des hauts et des bas. Mais pourtant, 50% des couples, même les plus ballots, se remettent ensemble après une rupture. Et les études que j'ai de neurosciences suggèrent l'explication suivante, c'est que avant la rupture, il y avait des choses qui devaient être réglées et qui se sont catalysées par rapport à la crise existentielle d'une personne qui a pensé que son mal-être venait du couple, alors que c'était juste des petites choses à régler. Et sous souffrance, la personne qui est en crise existentielle va trouver un pansement qui peut être de l'adultère, qui peut être le boulot, qui peut être le sport, etc. Un pansement qui va aider à moins souffrir, puisque se séparer de son conjoint ne sert à rien, on souffre toujours. Donc en plus, on a besoin d'un pansement, et la relation avec le pansement finit par exploser, bien évidemment, parce que c'est deux êtres mal construits qui sont dans le pansement, et c'est pour ça que si on n'a pas commis trop d'interdits, si on connaît les règles de fonctionnement du couple, eh bien on va réussir à revenir ensemble. Alors on a plein de poncifs, d'erreurs qui sont prononcées aujourd'hui par certains professionnels je pense qu'ils ne veulent pas nuire, hein, mais en tout cas, ils n'aident pas. Ils disent qu'il y a du désamour, que quand une femme part, elle ne revient pas. Enfin, des trucs qui sont totalement faux, mais qu'on continue à dire, hein, comme j'adore ça, les mamans ou les papas qui disent à leurs enfants, couvre-toi bien, sinon tu vas attraper froid, tu vas attraper un rhume. Non, ça fait 50 ans qu'on sait que c'est pas comme ça qu'on attrape un rhume, et ça fait des années que l'on sait que les couples, après la crise existentielle, se remettent ensemble s'ils n'ont pas commis trop d'intérêt. Donc une étude du Kansas State University, je vous la donner, révèle que près de la moitié de tous les couples se réunissent à nouveau, et ils se sont réunis une fois ceux qui se réunissent en tout cas pensent que leur partenaire avait changé pour le mieux ou qu'il serait meilleur qu'avant pour communiquer notamment. C'est pour ça que je vous tire les oreilles en permanence, que je vous booste, que je vous motive pour vous former, pour être meilleur qu'avant, pour être la meilleure version de vous-même. Eh bien, les personnes qui se remettent en couple, c'est parce que le conjoint qui ne voulait plus du couple parce qu'il était trop mal, surtout en crise, pensait que son partenaire était nul, parce que son problème venait de son partenaire, et il revient quand il pense que son partenaire peut changer et encore mieux a changé. Donc c'est un double effet gagnant parce que vous avez bossé grâce aux formations et coaching sur vous, vous êtes encore plus fort qu'avant, vous êtes vraiment plus fort et votre conjoint le voit et c'est pour ça que vous revenez. Non seulement vous êtes mieux dans votre vie, mais votre couple est encore mieux et vous avez récupéré votre famille.
C'est magique, hein. Alors, quand je dis c'est magique, hein, c'est pas parce que vous allez faire un silence radio de 3 semaines. Bon, je taquine, mais j'adore, voilà, j'adore. C'est marrant. Voilà. Vous faites pendant 3 semaines, vous laissez la personne tranquille. Pendant 3 semaines, vous faites rien. Non, enfin, vous vous mettez un peu en cause, tout ça. Non, mais 3 semaines de silence radio, et après vous écrivez une lettre magique, ou pendant vous écrivez une lettre magique. Non, vous reviendrez ensemble, la science le précise bien, que lorsque votre conjoint aura compris que vous avez changé, ou au moins que vous êtes capable de changer. Dans la revue de Social Psychological and Personality Science, cela je l'ai bien mis d'article aussi, donc ça c'est l'université de l'Utah, hein. Donc là ils ont bossé avec l'université de Toronto, hein, Utah, vous savez c'est la mode, là, à mon époque on ne faisait pas ça, mais là aujourd'hui comme on a besoin de beaucoup de fonds, on mutualise les fonds, et souvent quand je vous parle d'études, c'est l'université de Pékin avec l'université de Washington, parce que ça permet d'avoir plus de liens, et les financements sont plus importants quand les personnes se mettent en place, parce que les financeurs aiment bien que les universités se parlent. Donc là, c'était l'université de l'Utah et l'université de Toronto qui ont travaillé ensemble, et ils ont bossé en interrogeant les personnes sur les raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir rester ou quitter la relation. Les raisons de vouloir rester, ou de vouloir donc du coup se remettre ensemble, c'est l'optimisme. Je reste avec une personne parce que j'espère que mon partenaire changera. Si je crois qu'il ne veut pas changer, eh bien je vais partir. Donc il y a l'optimisme que mon partenaire va changer, qu'il y a un investissement émotionnel dans la relation, que les devoirs familiaux et la peur de l'incertitude qui suivraient peuvent me faire rester. Alors je ne vais pas partir, hein, c'est pour ça que votre conjoint ne va pas partir, si il a l'espoir que vous changiez, s'il y a de l'investissement émotionnel, donc c'est pour ça qu'on n'écrit pas des textos, parce qu'il n'y a pas d'investissement émotionnel par le texto ne crée pas d'émotion, c'est en étant face à face, en se regardant, en plaisantant, en s'amusant, ou au téléphone si la personne est loin, donc investissement dans la relation, et le fait que la famille et la peur de l'incertitude font qu'on va rester. Donc plus la personne, moins on favorise son départ en mettant de la propulsion, en mettant quelque chose d'émotionnel un peu négatif, en lui disant ben, t'as qu'à prendre un appartement, ben, on s'arrangera financièrement, de toute façon c'est pas de problème, eh bien tout ça va faire que la personne va partir. Donc je répète, c'est super important, hein, c'est les universités qui bossent là-dessus, c'est pas que Bruno Marchal qui vous le dit. Ce serait mieux. Donc optimiste que vous allez changer, partager des choses agréables, vivre des bonnes émotions avec vous, et le danger de partir, c'est-à-dire, ben écoute, moi je veux pas de divorce à l'amiable, donc si tu veux un divorce, ben tu paieras, tu t'arranges, tu vas voir l'avocat, tu fais des efforts, etc. Donc tout ça, c'est très dur de divorcer, ça se passe bien à la maison parce qu'on se marre bien finalement, je sens de l'amour de mon conjoint, et je vois qu'il change, donc c'est pour ça que la personne ne part pas. Donc la plupart des personnes, 66% des personnes, disent qu'ils resteraient en couple malgré la crise, donc, en raison de l'intimité et de la dépendance qu'ils ont développée au cours du temps avec leur partenaire. Donc oui, ils vous aiment, c'est pour ça qu'il n'y a pas de désamour, hein, il y a une forme de dépendance et d'intimité au fil des ans, hein, c'est pas comme à la fin de la crise de couple, on est ensemble depuis 4-5 mois, 6 mois, on se réveille, et on se dit non, c'est pas la personne qu'il faut. Là, il y a un attachement, vous avez la chance, il y a un attachement en vous. Donc c'est quelque chose qui empêche de partir, l'attachement. Donc si vous faites les choses bien, si vous bossez sur vous, si vous vous améliorez par les formations et les coachings, si vous savez par le storytelling par exemple créer de l'émotion positive, et si vous ne mettez pas de propulsion, et que vous faites en sorte que moi je veux pas divorcer par exemple, et que ce soit plus difficile de divorcer parce que c'est compliqué, eh bien vous allez récupérer votre conjoint au fil du temps. Les personnes qui veulent se séparer, ce qui ressort de l'étude, c'est exactement ce que je vous dis dans les coachings depuis 1992 maintenant, c'est qu'ils ont trouvé une distance émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'émotions positives à la maison, hein, vous ne les faites plus rêver, vous ne les faites plus rire, et eux ne prennent plus de plaisir. Alors vous aussi souvent, hein, parce qu'à la fin de la phase de 2, on n'a plus de plaisir, mais comme la personne veut partir, tout d'un coup on le désire. Hein. Ah, je le désire, non il est pourri, il est en crise, il est tout pourri, elle est toute pourrie. Vous la désirez pas, c'est que vous avez un manque. Donc on veut partir à cause d'une distance émotionnelle, un abus de confiance, c'est-à-dire que je vous le dis tout le temps en coaching, dites à votre conjoint que vous lui faites confiance, donc un abus de confiance, ou une incompatibilité générale, c'est-à-dire qu'on s'engueule souvent.
Donc, vous voyez que si vous vous engueulez plus, si vous dites à votre conjoint, je ne veux pas te contrôler, enfin, en tout cas, vous montrez que vous ne le contrôlez pas, et vous créez un rapprochement émotionnel, eh bien, la personne ne part plus. Vous savez que vous les avez, les techniques. Il suffit de bosser sur vous, de faire les formations, les coachings. Vous les connaissez, c'est pas compliqué. L'université de Toronto et, comment dirais-je, et de, ça y est, je l'ai perdu, des l'Utah, disent la même chose. Donc, s'il n'y a pas de distance émotionnelle, si vous dites que vous avez confiance, et s'il n'y a pas trop de disputes, eh bien, il n'y a pas de raison de partir. L'infidélité, c'est à peu près juste un tiers des séparations, parce que quand il y en a un qui est infidèle, l'autre va le mettre dehors. Mais c'est qu'un tiers des séparations, si vous ne le mettez pas dehors, la personne ne part pas. Donc malgré les sentiments négatifs, 49% de ceux qui envisagent de partir ont toujours des sentiments mitigés à propos de prendre la route. Personne n'est sûr de partir, même si la personne dit « je suis sûr, là il y a… » Non, même en crise existentielle, on a des doutes. Donc, si vous balayez les doutes en disant « je te donne espoir de changer, on passe des bons moments ensemble, il n'y a plus de conflit et c'est compliqué de partir », il n'y a pas de raison que la personne s'en aille. Donc les chercheurs nous soulignent ensuite que les résultats concordent avec la réalité, puisque 50% des couples séparés se remettent ensemble, évidemment. Les chercheurs notent également qu'une rupture est souvent plus difficile pour la personne qui la provoque, en raison du doute qui persiste dans sa décision. Et oui. Donc si vous ne vous mettez pas trop de propulsion, s'il y a de la propulsion, le doute est levé. Non, il faut que je parte, c'est trop infernal à la maison, elle me contrôle, elle est allée voir mon pansement, il est allé voir mon pansement. Ouais, tout ça, ça va faire quoi? Ça va lever le doute. Ben ne levez pas le doute, il faut qu'il ait le doute de rester parce que ça va de mieux en mieux. Cette ambivalence explique pourquoi un nombre aussi important de couples choisit de se reconnecter après la séparation. Tant qu'il n'y a pas de programme de comportement grave, ça je vous l'ai dit, etc., c'est-à-dire pas trop de violence physique notamment, pas de comportement abusif, eh bien, si vous arrivez à faire que vous montrez que vous avez changé, qu'il y a un rapprochement, une connexion émotionnelle, je vous ferai une formation sur la connexion émotionnelle un jour, mais ce n'est pas la prochaine qui va arriver, et ben vous allez avoir une nouvelle chance de vous remettre ensemble, à condition que vous sachiez comprendre la fenêtre de regret, la voir, vous avez une formation dessus, et ensuite assurer les retrouvailles derrière. Donc si vous envisagez de vous reconnecter avec votre conjoint, hein, c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne-là, eh bien donnez-lui de l'amour, arrêtez de me le critiquer, sinon il le sent. Je ne sais pas si vous avez la foi ou pas, mais si vous avez un peu de culture et que vous connaissez les différentes cultures religieuses, toutes les cultures religieuses donnent la notion d'amour. Si vous donnez de l'amour, les personnes vous le rendent, hein, quel que soit, que vous soyez bouddhiste, chrétien, musulman, juif ou je ne sais quoi, c'est toujours la culture de l'amour. Donc examinez vos émotions de donner l'amour et faites en sorte que quand on se voit, on ne s'ennuie pas, et que, au contraire, quand on se voit, on passe des bons moments. Donc, qu'est-ce que disent les études encore? Ah oui, si vous vous retrouvez, pour une raison valable, hein, simplement parce que vous avez changé, etc., pensez à continuer à avoir des expériences d'apprentissage, c'est-à-dire continuer à apprendre. Vérifiez que vous ne vous remettez pas ensemble pour de mauvaises raisons, mais parce que vous avez évolué. Hein, et faites des efforts pour travailler sur vous, pour résoudre votre part de responsabilité en tout cas, de la scission initiale. La plupart du temps, c'est parce que vous aviez vous-même perdu votre grinta. Alors souvent en coaching, je pose la question, mais qu'est-ce qui a fait que votre compagne, ou votre compagnon, ou votre mari, votre femme, vous a aimé au début? Ils réfléchissent, je sais pas, avant ben, j'étais un peu indépendant, il ou elle galérait pour l'avoir. Et oui, mais là il est devenu, ou elle est devenue un toutou. Et qu'il engueule en plus, donc ça ne peut pas marcher. Donc revenez, je vous ai fait une formation déjà, une vidéo là-dessus, revenez à la personne que vous étiez au début, et ça va marcher. Pour que la relation fonctionne une deuxième fois, ben, il va falloir que vous changiez de fonctionnement. Si elle a échoué la première fois, c'est qu'il y avait des choses à améliorer. Et pendant la crise de votre conjoint, vous faites les formations et les coachings, et vous avancez, vous faites votre part du boulot. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait la part du boulot, eh bien, les conflits ne seront plus là.
hein, parce que sinon ils vont ressurgir. Donc commencez à travailler sur ce qui a provoqué la rupture, non pas la crise existentielle qui n'est que la conséquence, mais vous, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux? Je suis pénible en coaching, je vous préviens. Vous dites oui, mais mon conjoint il a dit ça, oui, mon conjoint il est froid, oui, mais mon conjoint hier l'autre jour m'a pas envoyé de texto, et je suis pénible parce que je reviens à vous. Vous êtes mon client, vous êtes ma cliente, et votre conjoint n'est pas mon client. Donc on ne va pas parler de lui, on n'est pas chez le psy aussi, où on passe le temps à dire du mal de son conjoint, qui finalement, on va dire à la fin, ouais, c'est un infirmière narcissique, ou il est bipolaire, ou je sais pas quoi. Non, nous on bosse sur nous, sur vous. Hein. Alors, j'ai vraiment un problème, parce que je dis nous avec vous. C'est-à-dire que j'empoigne votre cause, c'est mon défaut, et je me bats avec vous comme un lion quand on fait les coachings, parce que votre quête devient la mienne. Je suis un peu barjot, mais c'est comme ça. Donc des fois je dis nous, hein, on va y arriver, alors qu'en réalité c'est vous, c'est votre... Moi je vous dis ce qu'il y a à faire, hein, je vous donne la recette. Si vous voulez pas faire le gâteau, vous faites pas le gâteau. Mais des fois je suis vénère parce que je vous ai donné la recette, et puis vous m'avez dit non mais j'ai pas fait le gâteau. Oui, il m'avait bien dit de mettre la farine, mais je l'ai pas mis et ça n'a pas marché. Et ça, je suis vénère, comme c'était moi qui avais oublié de mettre la recette. Vous savez, moi, je suis un bonhomme. Hein, et vous savez que si votre bonhomme vous invite au restaurant, dans un bon restaurant, et que vous lui dites, mesdames, oh, c'est super, mais j'aime pas trop le tableau qui est là-bas, il va être vénère. C'est comme si c'était lui qui l'avait mis, le tableau. On est un peu fous, nous, les hommes. Hein. Mais là, c'est pareil. Quand j'épouse une cause avec vous, vous avez votre objectif, et ben, ça devient le mien. Je suis un peu con comme ça. Alors que si vous allez voir un psy ou un truc, je dis oui, mais ça, il faut accepter. Vous voulez revenir avec lui? Non, non, mais il vaut mieux accepter il vaut mieux pas vous battre, c'est mieux. Hein. Non, ici on se bat, on est des badass, on est des pirates, on se bat jusqu'au bout. Non mais, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je traîne pas trop parce que j'ai un coaching qui commence dans 4 minutes. Oh, Bruno, on se calme. Mettez-moi des pouces en l'air et des commentaires pour que YouTube propose cette vidéo scientifique sur les neurosciences à d'autres personnes. On fout le bordel dans la société, on remet l'église au centre du village, on aide les personnes, on explique comment fonctionne l'humain. On n'est pas là pour faire les commères, on n'est pas là pour pleurnicher, on est là pour faire évoluer la société. Et si vous faites évoluer la société, si ces messages se diffusent, vous aurez encore plus de chances que votre conjoint en crise entende ce message d'autres bouches que d'habitude, et que les mauvais conseils qu'ils ont autour cessent, que les psys changent comprennent enfin comment fonctionne l'humain, que les amis qui donnent des conseils donnent des bons conseils, et ensemble, non seulement on va atteindre nos objectifs, mais on va améliorer la société, parce qu'on est des pirates. Pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit, demain 2 vidéos, mais aussi vendredi soir, 19h, Bruno, on se calme, vendredi soir, 19h, le live sur la formation, comprendre les règles de fonctionnement du couple, parce que ici, on se forme, on est des badass. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.